prenez les divisions provinciales. Allez au niveau de la Grande Poste. Vous allez trouver 5 ou 7 divisions enfermées dans un coin de la poste. Vous allez trouver la fonction publique, l'inspection travail, la division travail, les fonctions publiques passifs et actifs. Il y a maintenant une division chargée des relations avec l'Assemblée. Ils sont 6 ou 7, entassés comme des crabes. Ok. Mais si on avait arrangé ces bâtiments-là, laissés par le gouvernement Chahi, comme ça s'est fait ailleurs avec, à Goma avec le Kinyumba, qu'on appelait Kinyumba aujourd'hui, qu'on a réhabilité, et même à Lumbaché, il y avait un vieux bâtiment là qu'on a réhabilité, on ne serait pas en manque d'habitat, des bâtiments. Ça sert de deux. Même au niveau du gouvernement, il y a des ministres qui ne travaillent pas dans les bonnes conditions. Pourquoi ne pas arranger? C'est un exemple de manque de volonté pour parachever l'œuvre amorcée par l'autre. Ok. Or, nous avons le principe de continuité de l'État. C'est-à-dire le gouverneur qui arrive doit faire l'état des lieux d'abord, avant de commencer, savoir ce qui a été fait, qu'est-ce qui a été fait de positif, parce que ceux qui sont là, se sont succédés là, ne sont pas toujours mauvais, sur tout le plan, non. Chacun a eu quelque chose de positif. Le négatif peut être plus grand que le positif, mais il y a quand même quelque chose de positif qu'on peut capitaliser pour le bien-être de la province et de la population. Voilà, nous saluons la présence de Dismas Kitenge dans ces studios pour parler de quel type de gouverneur pour la Tchopo. Et là, nous étions en train d'échanger avec Joseph Tofendo sur le prochain gouverneur qui va arriver. On a vu dans la ville de Kisangani, dans la province de la Tchopo, que chaque gouverneur qui arrive, il fait pratiquement table rase de ce qu'a fait son prédécesseur, et ça nous amène dans une situation d'éternel recommencement. Dismas, qu'est-ce que vous avez à dire par rapport à ça? Je pense que le gouverneur que nous devons, qui est appelé à bien travailler ici pour nous amener au développement, doit être un gouverneur rassembleur. D'abord, pour la Tchopo, nous avons ce problème-là, d'assurer l'unité. L'unité des fils et filles de la province de la Tchopo et de tous ceux qui ont choisi d'évoluer ici. Deuxièmement, ça doit être un gouverneur visionnaire. C'est-à-dire qu'il y a un projet de développement concret qui doit l'insérer aussi dans la durée, c'est-à-dire un projet fédérateur, mais aussi un projet de développement. Quand je dis un projet de développement qui doit s'inscrire dans la durée, ça veut dire même après son départ, tout le monde se rendra compte que c'est un bon projet qu'il faut appuyer. Maître Tofendo, comme j'aime bien l'appeler, a donné l'exemple du bâtiment qui a été érigé par le gouverneur Tchai, mais qui n'a pas pris fin dans les travaux. C'était un projet intéressant, mais malheureusement qui n'a pas été soutenu par les autres gouverneurs. Quand j'ai dit un gouverneur visionnaire et qui s'inscrit dans la durée, c'est de mettre le projet qui doit au-delà. C'est aussi un gouverneur ou une gouverneure. Oui, c'est possible. Parce que on a une personne humaine, comme disent les Canadiens, ça peut être un homme ou une femme. Donc, il doit, en plus d'être rassembleur, en plus d'avoir une vision, d'avoir des projets de développement, ça doit être aussi une personne qui doit faire les liens qui doit ouvrir la province à des opportunités. Puisque la province de la Tchopo, c'est une province qui a beaucoup d'opportunités, mais malheureusement qui a été enclavée. Et l'enclavement n'est pas que d'ordre infrastructurel, mais c'est d'ordre aussi mental, d'ordre aussi, je dirais, culturel. Et nous devons nous ouvrir au monde, c'est-à-dire avoir des idées des autres, permettre que les autres arrivent aussi chez nous et puissent investir, et que nous allions aussi voir ce qui se passe aux autres, puisque la ville de Kisangani, c'est une ville cosmopolite, c'est une ville charnière entre l'Est et l'Ouest, doit jouer ce rôle-là de locomotive. Et il faut avoir quelqu'un qui va nous inspirer, qui va nous souffler cet esprit-là d'ouverture, puisqu'il ne faut pas seulement qu'on reste un peu dans ce que nous avons connu ici, la Tchopo, le Tchopolais. Ce n'est pas mauvais, mais
il faut être quand même, aujourd'hui, pourquoi pas nous inspirer des grandes nations qui se sont développées comme les États-Unis. J'aime bien donner cet exemple. Aujourd'hui, être américain, c'est avoir l'esprit américain. C'est l'esprit de vivre ensemble. C'est l'esprit aussi de dire que même si je viens d'ailleurs, mais je suis américain, je me sens aussi capable. C'est-à-dire, la Chopo, aujourd'hui, depuis le vieux temps, depuis l'époque coloniale avec la ville de Kisangani, c'est une ville cosmopolite. On voit. Alors voilà, il y a tous ces éléments. Alors, Dismas, vous parlez là déjà d'un oiseau rare qu'on doit trouver. Où doit-on les trouver, cet oiseau rare? Il peut provenir d'où? De la Chopo. La Chopo a des enfants, des fils et filles qui sont capables. Mais il faut le détecter. Qui doit le détecter? C'est d'abord la population. Pour moi, la population. Mais pour que la population le détecte et le soutienne, il faut que la population soit en harmonie avec ses élus. Il faut qu'il y ait une sorte de complicité entre les élus. On sait que c'est pas la population qui élit directement les gouverneurs, mais ce sont les élus de la population qui élisent le gouverneur, donc au second degré. C'est une élection indirecte. Mais est-ce que ces élus-là de la population incarneront la vision et les aspirations de la population? Ça, c'est une question. Or, ce que nous avons vu pendant longtemps, qu'il y avait un décalage entre la volonté populaire et la volonté des élus de la population. Alors là, il faut qu'on soit en symbiose. Ça, c'est un élément, premier élément déterminant, c'est-à-dire la population doit détecter et le choix de la population vers l'homme ou la femme qui peut bien diriger la Chopo doit être soutenu par ses élus, les députés provinciaux qui élisent les gouverneurs. Deuxième élément important pour moi, c'est aussi le soutien du gouvernement central. Parce qu'il ne faut pas oublier, on a quelqu'un qui a eu beaucoup d'expérience, qui a travaillé dans les cabinets, Maître Dauphin d'ici. Donc ce qui se passe dans les provinces est aussi dicté par Kinshasa. Kinshasa ne laisse pas nos députés élire en toute liberté l'homme ou la femme qu'ils estiment. Alors il faudrait que Kinshasa, la capitale, le gouvernement central, s'inscrivent aussi dans le schéma du respect d'abord de la décentralisation et ensuite du respect du choix des personnes qui sont soutenues par la base ici, par la population. D'accord. Alors, Maître Joseph Tofendo, à quel niveau situez-vous la responsabilité de la population dans les choix de gouverneurs et son vice-gouverneur? Bon, je crois que la responsabilité de la population est située lors des élections des députés provinciaux. Malheureusement, on a un problème au sein de notre population. Est-ce que la population congolaise, à ce stade, au jour d'aujourd'hui, est-ce que le fonctionnement est presque le même? Le fonctionnement est presque le même, dans la mesure où les députés provinciaux un peu partout se rendent compte que c'est l'exécutif qui bouffe. Alors si on doit réfléchir en termes de bouffer, ok, en termes de avantages à tirer, on ne va jamais faire décoller nos provinces. Premier, notre province, qui est la Chopo. Et depuis qu'on est là, il y a toujours, depuis que la Chopo a commencé, il y a toujours de sérieux conflits entre l'exécutif et l'organe délibérant. L'organe délibérant. Et le plus, permettez-moi le terme, le plus sale a été celui de 2019, où on a vu un président de l'Assemblée provinciale descendre avec brassard, on a confondu l'Assemblée provinciale à un pugilat. Voilà, on prend un jeune homme dans la rue, on lui lie les bras pour l'amener comme un voleur, pour dire donc c'était même, on assistait à la théâtralisation du rôle du député. Ceux qui sont censés être appelés honorables. Voilà. Or, il y a un cadre pour traiter de ce genre de problème. Est-ce qu'on a vu dans toutes les attaques des assemblées sur le gouverneur, est-ce que vous avez déjà vu des choses sérieuses, vérifiées jusqu'au bout? Jusque-là, moi, je n'ai pas encore fait. C'est-à-dire, c'est un problème d'intérêt. Et nous pensons, et je reviens à ce que je viens de dire, que l'Assemblée actuelle qui vient d'être élue
c'est une assemblée qui doit permettre à notre province d'être honorée et de sortir de cette situation-là. Parce que ce combat-là affaiblit la province et ça ne permet pas au gouverneur de travailler parce qu'il il est tout le temps bousculé. Alors, Dismas, comment contourner cette difficulté-là où il y a toujours une guerre entre l'Assemblée provinciale et l'exécutif et cela fait que la province, je n'aime pas parler de décollage ou de décollage, la province n'avance pas. Pour ajouter ça, il faut avoir au niveau du gestionnaire de la province, c'est-à-dire de l'organe de l'exécutif provincial, un homme qui joue à la transparence. Puisque le gros du problème d'abord, c'est que les députés provinciaux soupçonnent les gouverneurs de bouffer plus, c'est-à-dire de profiter des moyens de la province que tout le monde. Alors là, il faut jouer sur la transparence, c'est-à-dire l'organe, l'exécutif provincial doit être transparent sur le moyen. Deuxièmement, il faut être aussi dans la mentalité congolaise, mais tout en la stoppant, c'est-à-dire d'impliquer aussi dans la gestion, d'une manière ou d'une autre, les députés provinciaux. Assurer la transparence, assurer la redevabilité, de savoir comment les moyens sont répartis, ainsi de suite. Troisièmement, c'est d'impliquer aussi d'autres services publics de l'État dans la gestion de l'entité. C'est-à-dire appliquer tout ce qui existe, puisque la loi sur les finances, le budget, l'exécution du budget provincial, si on a ces principes-là, ça peut aider. Et quatrièmement, ce qu'il faut faire, il faut réaliser aussi des œuvres de développement qui doivent couvrir le gouvernement, mais qui doivent aussi être aussi visibles et de la part de la population. Et en dernier lieu, il faut impliquer aussi la population d'une manière ou d'une autre. Avec l'expérience qu'a Maître Tofendo et ce que nous avons observé dans la province, si la population est impliquée d'une manière ou d'une autre, comprend ce que l'exécutif provincial fait et comprend aussi parfois les pièges et les tentatives de blocage qui sont dressées à l'exécutif provincial par l'organe délibérant, la population peut exercer la pression. La pression sur les élus, pour permettre que le gouvernement provincial travaille comme il faut, mais aussi, en dernier lieu, je dirais, impliquer aussi le gouvernement central, puisque dans le jeu de déstabilisation des institutions provinciales, la part du gouvernement central est là aussi. Puisque le gouvernement, on a vu que, enfin, le gouvernement central, les autorités au niveau central jouent aussi sur les élus locaux pour déstabiliser le gouverneur, si le gouverneur, entre guillemets, ne donne pas la part de ce qui doit revenir à ces dirigeants-là. Nous sommes au Congo, il faut jouer sur tous ces éléments-là pour permettre que les déstabilisations quotidiennes, là, régulières, qui sont à la base du blocage des actions du gouvernement central et provincial ne puissent pas avoir lieu, puissent permettre le développement. C'est l'ensemble de tous ces éléments qu'il faut mettre en œuvre. Maître Tofendo, que répondez-vous à Alphonse Longangue qui dit que ce que nous déplorons aujourd'hui, en gros, ça fait partie des faiblesses de nos lois. Les critériums n'est pas bien définis. Pour devenir par un gouverneur, on dit, bon, il faut avoir l'expérience d'au moins ça. Il dit, le critérium n'est pas tellement fort pour contraindre le gens à ne pas venir comme dans une ruche, connaître des personnes capables pour diriger la province. Quand déjà la loi est faible, donc la suite, on la connaît. Oui, monsieur le journaliste, il faut noter une chose. Avant cette problématique des élections, quand on rentre vers les années 80, qui devenait gouverneur? Qui était nommé gouverneur? Les gouverneurs, c'était des fonctionnaires de l'État qui ont gravi tous les échelons jusqu'au rang des directeurs. Et on les détachait pour devenir gouverneur, vice-gouverneur, commissaire sous-régional à l'époque, commissaire urbain ou maire de la ville. Vous comprenez? Aujourd'hui, nous voyons des gens parachutés au poste de gouverneur sans avoir jamais travaillé. Aucune idée du fonctionnement de l'État. Donc vous soutenez que le critérium est faible? Très très faible même, parce qu'aujourd'hui, qui peut devenir gouverneur ou député?
devient gouverneur qui le veut. Parce qu'il suffit seulement d'aller quelque part. Député aussi. On peut ne pas savoir lire et écrire, on devient député, même gouverneur. On peut être élu gouverneur sans savoir lire et écrire. D'accord, on a compris. Alors, Dismas, il y a un auditeur, Norbert Osingue, c'est vraiment un assis de cette émission. Il dit bonjour aux invités, j'ai oublié, Alphonse Longangue vous a tous salué aussi, et complimenté. Alors, Norbert Osingue dit bonjour aux